qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Faniwa avec vous pour un semaine depuis la Sopamar sur Zouk TV. Alors la Sopamar ne cesse de remercier Zouk TV pour l'accueil qu'ils nous font sur le plateau. Donc on se retrouve le vendredi à 17h et le mardi à 9h pour la rediffusion de cette émission-là. Donc sur le plateau, j'ai deux dames. Donc pour démarrer l'année, nous avons que de la gente féminine et je suis fière. Donc nous avons Yasmina Elisabeth. Belle bonjour tout le monde. Voilà, qui fait partie qui est membre de la Sopamar et responsable de la commission biodiversité à la Sopamar. Donc elle va nous en parler. Et aujourd'hui, elle nous parle encore de chlordécone. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et nous avons bien sûr notre présidente Rosalie Gachette. Bonsoir Rosalie Gachette. Bonsoir Faniwa. Et puis c'est vrai qu'on remercie toujours Zouk TV pour nous recevoir effectivement dans ses antennes effectivement le vendredi et le mardi en retransmission. Merci. Donc aujourd'hui nous allons parler des ICPE, donc avec Rosalie, dans ce petit moment. Et tout de suite après, nous allons encore parler du chlordécone parce que c'est le sujet qui date depuis plus de 15 années, et qui augmente de plus en plus puisque lorsque nous voyons tous les décès, tous les malades que nous avons de cancer et puis la pollution de nos terres, donc nous allons voir avec Yasmina à propos de ce sujet. Mais avant, puisque aujourd'hui on est 7. Mais il y a les 40 ans de la Sopamar aussi. Et puis, alors aujourd'hui, c'est vrai que alors nous sommes le 8 janvier, et nous profitons justement de l'antenne de Zouk TV pour pouvoir faire les vœux à la population de la Martinique, en fait, à tous ceux qui nous regardent, non seulement à la population de la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, qui nous savons nous regardent aussi, parce que nous avons passé une année particulière cette année, tant qu'au niveau de l'être humain, qu'au niveau de la planète, qu'au niveau de la Terre, qu'au niveau de tout ce que nous avons eu. Et cette période nous a permis justement de voir qu'on ne peut pas faire sans l'écologie. On ne peut pas faire sans notre environnement, et on ne peut pas non plus faire sans penser à demain. Nous avons vu ce qui s'est passé à Sainte-Marie. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé dans le monde avec cette histoire de virus. Alors nous pensons que l'année 2021 sera une année meilleure. Alors nous disons aux Martiniquais, Maman est là, prends courage. Et puis on nous fait et puis nous, et pas fait compte sans nous. Et puis on nous fait pour les enfants de demain et non pas sans les enfants de demain. Parce qu'en fait la planète est fragile et la Martinique aussi est très fragile. On te remercie Rosalie. Merci. Donc nous allons voir une petite vidéo. Donc cette semaine nous avons pu entendre lorsque vous êtes passé devant le pont de Californie, vous avez pu voir au rond-point de nombreux panneaux. Donc il y a une question qui se pose par rapport justement à ces panneaux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les habitants, les riverains de la Sahara sont-ils en colère? Donc nous allons voir une vidéo d'une dizaine de minutes, et puis on retourne sur le plateau et Rosalie va nous expliquer ce qui se passe sur le terrain. Ben, à tout à l'heure. Alors, bel bonjour tout le monde, la Sopamar. Jeudi, lundi 4 janvier, comme d'habitude, la Sopamar a bien mobilisé pour l'année et nous avons dit comme ça que nous paraît faire les choses changer par rapport aux consultations, par rapport à des éléments. Nous avons dit qui ça qui passe jeudi, nous la mairie Saint-Joseph. Alors, c'est maman là qui a sorti la mairie. Et puis, il a dit, nous, qui ça a sorti faire la mairie Saint-Joseph. Alors, là, Adam collectif, il a créé collectif Rivière Blanche. Alors, c'est un collectif qui est assez nombreux et il n'y a pas tout là, parce que c'est des gens là qui travaillent. Mais en fait,
Eh ben, c'est un collectif qui a habité Rivière Blanche, qui ni des tuyaux de l'eau qui a passé en les terrains yo, qui est impacté par en enquête publique qui a fait et qu'il n'y a pas même au courant. Alors, nous avons passé les autres, je dis c'est maman là qui a expliqué les autres, qui les parlé. Voilà, qui est-ce qui veut parler? Tu veux, Mimi? Viens. Alors, Mimi, qui est-ce qui est arrivé les autres aujourd'hui là pour que les autres sortent? Alors, quand les autres sortent déjà, qui sont les autres sortis fait? Nous sortis à Réunion et puis En commissaire enquêteur. Et puis, Parlez du bon plus fort. Il va nous des explications qui pas ça pas clair, ça pas clair. Et ça nous commandé à présent, c'est que nous les en dialogue, parce que nous avons des qui a fait en le terrain nous, en tout terrain nous avons le bagage. Mais globalement, comme c'est maman la passe, qui ça autres là, qui a passé en le terrain nous personnellement, nous sommes en terrain. Côté où habité? Nous avons habité Rivière Blanche, hein? C'est Rivière Blanche. Et nous avons passé, pour nous arriver en le terrain, nous avons passé en l'usine de l'eau, Rivière Blanche. Oui. Bon, pour nous faire ça accéder à terrain, il faut que nous passions bon l'usine, mais il y a interdit nous à présent, ils mettent affiche, ils mettent des certaines informations qui disent nous que nous n'avons pas le droit de passer là encore. Bon, nous-mêmes, ça qui a concerné nous, il y a ni tuyau de l'eau qui a passé en l'intérieur nous. Et ça, nous les, à présent, nous les comprenons qui ça qui a fait parce que ils ont fait des travaux sans informer nous. Nous qui les riches, puisque les parents sont morts à présent. Mais nous les riches, nous pas au courant de ça qu'a fait. Et les tuyaux de l'eau qui a passé, puis ils ont pété, ils ont venu faire réparation, ils ont changé de tuyaux, mais ils ont fait toutes ces bagailles-là, mais sans informer nous. Et ça, on dit dans l'enquête publique, et ils n'ont pas jamais consulté les autres. Ils n'ont jamais consulté nous. Ils n'ont pas fait enquête parcellaire, tout ça. Non, ils n'ont pas fait ça. D'accord. Nous-mêmes, nous pas au courant de ça qui a passé. Nous avons des bagailles qui a fait, marquage qui a fait au sol, nous avons le bagaille, mais nous pas ni plus l'explication. D'accord. Je remercie Mimi, je demandé, poser question à la commission juridique là, Sopama. Pierre. Oui. Qui ça a allé là, Pierre? Je me découvre Oui. pour pouvoir mieux être compris, mais je m'isole un petit peu, je m'éloigne un peu. La question qui nous est posée aussi ici aujourd'hui, c'est celle de l'approvisionnement de la population martiniquaise en eau par de l'eau de captage ou par de l'eau de prélèvement en surface. Enfin, soit de l'eau pompée dans les nappes phréatiques, soit de l'eau prélevée en surface. Et comme l'an dernier, au moment du confinement, on avait manqué d'eau, et qu'aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à pomper de l'eau sans avoir une autorisation permanente, l'administration demande à mettre en place une autorisation permanente. Quelle est cette administration? Cette administration, c'est la KESM, c'est l'Espace Sud. L'Espace Sud qui vient à Saint-Joseph pomper de l'eau pour pouvoir desservir la population. Mais ce n'était pas l'Espace Sud qui manquait le plus d'eau, on manquait un peu d'eau, c'était surtout le centre qui manquait d'eau. Et le centre manquait d'eau à cause des fuites et à cause du manque d'eau envoyé sur les réseaux. On avait un manque d'eau envoyé sur les réseaux parce que l'eau de Séguineau ne passait pas. Et on avait des fuites qui faisaient que sur le centre, 60% de l'eau qui était mise dans les tuyaux n'arrivait pas au robinet. Et pour répondre à ces questions-là, on a dit, allons pomper un peu d'eau dans la nappe phréatique, ça permettra d'avoir un peu plus d'eau. Aujourd'hui, on a 40 000 m3 jour qui arrivent par Séguineau. On a 1500 m3 qu'on pouvait avoir besoin d'aller pomper, qu'on n'a plus besoin de pomper, donc cette opération n'est plus tellement nécessaire. KESM veut le faire parce qu'il ne veut pas dépendre de la KSM pour pouvoir avoir de l'eau qui vient sur notre territoire. Et plutôt que de prendre de l'eau auprès de la KSM, ils vont aller pomper l'eau de nos générations futures. Ça pose des questions. Est-ce que l'eau des générations futures doit être pompée maintenant pour pouvoir répondre à une petite politique de guéguerre sur l'eau? Et puis, ce dont on s'aperçoit à ce niveau-là, c'est que toutes les installations de Rivière Blanche posent beaucoup de questions. Il y a le pompage qui est fait, mais il y a aussi le captage qui est fait.
on peut accéder aux installations sans aucune difficulté, à tel point qu'on a même vu dans les années 2014 une maison construite à l'intérieur du périmètre de sécurité, ce qui est impensable. Le périmètre de sécurité devait être fermé et clôturé, et le périmètre de sécurité des installations de captage n'ont pas été sécurisés et fermés comme ils auraient dû l'être. Et on a l'impression qu'avec le dossier d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu ça qu'on essaye de faire, de sécuriser tous les environs, à la fois sur le pompage, à la fois sur le captage, alors que les riverains sont concernés par la situation, vont se retrouver avec une zone beaucoup plus enfermée, c'est-à-dire que il y a par exemple un pont Belay qui permet aux riverains d'accéder à leur domicile, à leurs habitations, et il y a un autre passage qui se fait par un gué, et ce gué est régulièrement inondé. Donc on peut parfois passer par le gué, parfois pas passer par le gué, et on peut tout le temps passer par le pont Belay. Mais là, le pont Belay va se retrouver à l'intérieur du périmètre de sécurité, et donc les riverains ne vont plus pouvoir accéder à leur domicile pour peu qu'il pleuve. Et ceci, ça ne semble pas faire partie de l'opération de l'enquête d'utilité publique. On n'a pas non plus d'état parcellaire dans cette enquête d'utilité publique. On n'a pas non plus d'informations qui soient faites sur les lieux ou en mairie sur cette enquête d'utilité publique 15 jours avant l'enquête, alors que c'est prescrit par la loi. On est sur une situation où on a l'impression qu'on est en train de mettre une grosse enquête, que l'enquête va valider tout ce qui est dans le dossier, et le dossier est incomplet, peu clair, comporte des éléments qui n'ont rien à voir avec la question qui est posée. Oui. Et donc On ne comprend pas. on ne comprend pas. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, et puis pour beaucoup d'autres, on a émis un avis défavorable. Et si jamais cette enquête devait se poursuivre dans ces conditions, nous irions au tribunal administratif Tout à pour fait. demander l'annulation. Alors, Pierre, pour ajouter que, justement, ni des indices là, nous, écrit préfet, et puis nous dit qu'il y a un monde qui construit en disant parcelle I-28 là. Parcelle périmètre immédiat, sans autorisation. Or, parcelle là, c'est ça qui appartiennent au CISM. Eh bien, maman là, oui, parcelle qui a fait parmi des parcelles qui ont un gros problème Saint-Joseph que tout le monde connaît. Et je dis, il a tombé dans parcelle qui a dit dans un arrêté préfectoral 2009 et que, je dis là, il faut que la KSM CISM qui a expliqué qui m'en est, il a demandé à présent, parce que c'est de ça qu'il est question. En fait, on veut nous donner une enquête publique pour une histoire de forage. Or, nous avons vu que c'est bien une enquête parcellaire dont il s'agit. Mais les gens que vous voyez là sont propriétaires de leur terrain, mais on ne leur dit rien. Et il y a des tuyaux qui passent dessus. On a vu à un certain moment dans le Nord, on voulait donner 225 000 € à une seule personne, mais là, il y a toutes ces personnes-là qui sont là, et qu'il n'y a pas qu'à dire rien. Mais c'est ça. Avec les travaux qu'on veut faire ou les travaux qu'on veut autoriser ou avec ce qui est en train d'être fait là en ce moment, ces personnes voient des agents des administrations qui viennent chez eux, qui font des repérages sur les tuyaux afin de pouvoir valider l'ensemble des opérations. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le dossier. C'est ça. Ce sont des personnes qui ont des tuyaux qui passent de fait dans leur terrain sans avoir été indemnisées, Oui. sans avoir donné d'autorisation. Et par rapport à tout ça, il y a des questions qui auraient dû être traitées préalablement. Et on a l'impression vraiment qu'ils vont pour ça. Et puis on ne connaît pas le coût non plus de cette opération, puisque rien n'est pris. Il faudra acheter des parcelles. On nous dit qu'il faut acheter deux parcelles qui sont déjà propriété de la collectivité. Donc on ne comprend pas. Donc il faudrait que monsieur le préfet vraiment reprenne le dossier qu'on lui avait donné concernant ces terrains-là, et puis que ces riverains-là soient entendus. Parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans le périmètre immédiat pour certains et rapprochés pour d'autres. Mais on ne peut pas aller chez les gens comme ça, prendre des terrains ou bien mettre des tuyaux sur les gens, parce que ces gens-là ont tous les tuyaux de la rivière, du captage de Rivière Blanche, de l'usine de Rivière Blanche. Alors, je me corrige, donc je commence bien l'année avec une erreur. Donc, les images de l'ICPE, là, Sarah, je ne les ai pas aujourd'hui, ça sera pour la semaine prochaine. Donc, ici, nous sommes à Saint-Joseph, à la rivière Blanche. C'est quel quartier, Rosalie? C'est à Rivière Blanche. Le quartier Rivière Blanche. Oui. Ok. Donc, nous voyons effectivement que nous avons des habitants qui vont encore subir, qui commencent déjà à subir, je pense, des décisions qui sont prises, et il y a un certain mépris Tout à fait. des administrations vis-à-vis
des habitants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Alors, en fait, c'est un grand mépris, comme tu dis, Fanny-Wa, parce que nous voyons dans cette enquête publique qui n'a ni queue ni tête. Ce qu'on nous demande dans l'enquête publique n'est pas expliqué. En fait, il y a tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a alerté l'ADL sur cela, parce qu'en réalité, on ne comprend pas ce que les gens veulent faire. Alors, dans cette enquête publique, on a des analyses de l'eau qui datent de 2009. Donc, déjà, on se pose des questions. Mais pas que. Le 14, nous sommes allés en mairie et nous avons fait remarquer au maire qui est concerné par cette enquête publique, il faut dire que le maître d'ouvrage, c'est la KSM. Mais l'enquête publique est sur quoi? C'est sur des forages? L'enquête publique est sur des forages. En fait, pour faire 2 forages, ça? C'est ce qu'ils disent, en fait. Mais c'est-à-dire que l'arrêté préfectoral et la demande au commissaire enquêteur n'est pas la même. Donc, on se retrouve avec une étude parcellaire, en fait, qui n'est pas vraiment dite dans les documents que nous avons. Et nous voyons en réalité que c'est une enquête parcellaire qui est en train d'être faite là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que nous avons des gens qui habitent à Rivière-Blanche. Pour aller chez eux, ils sont obligés de traverser un gué. Et avant même que l'usine ne soit là, l'armée avait fait un pont Bélé. Mais aujourd'hui, par rapport à la réglementation européenne, en fait, il faut respecter le périmètre immédiat de la captation de l'usine d'eau. Donc, en fait, depuis 2009, justement, il devait, par arrêté préfectoral, il devait faire ce périmètre. Chose qui a été faite en partie, parce qu'il y a certaines parcelles qui ont été rétrocédées par des gens, sans pour cela que les gens ne soient payés, indemnisés. Et aujourd'hui, ils ont besoin de mettre leurs portes, de fermer le lieu, mais ils ne tiennent pas compte de la population. Parce que sans quoi, ils ne pourront pas aller chez eux. Dès qu'il pleut, on ne peut pas passer le gué. Et nous voyons que nous avons une enquête publique qui ne tient pas compte de cette population. Alors que la KSM, qui est maître d'ouvrage, comme je disais, a déjà fermé le pont par arrêté. Il a fait fermer le pont par arrêté. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas aller chez eux. Deuxièmement, il y a des tuyaux qui passent sur le terrain de ces gens-là. Par arrêté, ils ont fermé le pont, mais ils passent là. Il n'y a pas d'autre chemin. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est le seul chemin qu'il y a. Mais quelle idée de prendre un arrêté? Mais c'est-à-dire qu'ils sont obligés, par rapport à la réglementation, de fermer le périmètre immédiat. Parce que n'oublie pas qu'on a l'usine d'eau potable de traitement. C'est là où est l'usine. Mais l'usine, c'est-à-dire que ce qui se passe à Californie, nous allons revenir la prochaine fois, c'est la même chose qui s'est passée à Albioma. C'est-à-dire que les gens viennent s'installer chez les autres et ils n'achètent pas les terrains. C'est-à-dire qu'ils trouvent une situation, ils rentrent dans la situation et après on veut imposer des choses. Oui, il y a une déclaration d'utilité publique, mais il y a quand même des gens qui habitent là, donc il fallait faire le nécessaire en amont. Il fallait faire une enquête parcellaire, il fallait payer, leur dire, et les évacuer éventuellement. Parce que là, ils ne peuvent pas passer par le pont, ils ne pourront pas passer par le pont, mais ils ne pourront pas passer par le pont. Eh bien, dès que cette enquête-là aura lieu. Mais cette enquête ne dit pas comment ils vont faire pour passer. Donc, ils ont prévu de faire un pont, mais où ils vont faire le pont? C'est ça, c'est la question est posée et c'est dans cette enquête publique qu'il fallait. Or, leur situation n'est pas prise en compte. Et puis, on regarde qu'il y a des parcelles qui doivent être achetées parce qu'il est question d'acheter des parcelles. On n'a pas la section, on n'a que le numéro des parcelles, donc il faut aller chercher les parcelles, mais jamais le préfet n'a donné un arrêté pour acheter des parcelles. Mais c'est quand on lit l'enquête publique qu'on voit qu'il s'agit d'une étude parcellaire. Mais il y a ces gens aussi qui ont leurs parcelles. Et puis nous avons aussi la parcelle immédiate du captage. Nous avons déjà posé la question plusieurs fois. C'est encore répété dans l'arrêté. Et cette parcelle, il y a une construction dessus. Or, les gens qui habitaient sur ce terrain ont été pratiquement chassés pour permettre qu'il y ait le périmètre immédiat du captage. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. D'autant plus que nous avons alerté le maire sur ça. Le 14, nous étions en réunion avec le maire. Nous lui avons dit... 14 janvier. Janvier, l'année dernière, 2020. Le 14... on est quand aujourd'hui? Janvier? Oui. Le 14 décembre.
Le 14 décembre, on était en mairie avec le maire. On lui a dit, vous avez une enquête publique qui commence le 17 décembre. Mais c'est pas affiché. Pourtant, la publicité doit se faire avec un format bien spécifique qui est dans la réalité, jaune, etc. On lui dit, vous n'avez pas ça. Qu'est-ce qu'on voit? Que le 15, il y a une feuille blanche qui est affichée. Donc, on lui dit que la publicité n'a pas été respectée, donc que cette enquête ne pourra pas se faire. Et que la population n'est pas au courant. Donc, c'est pour cette raison, il y a peut-être... Mais il y avait aussi le confinement. Il y avait le confinement. Donc, en fait, on se demande aussi pourquoi toutes ces enquêtes ont lieu pendant que la population est confinée. Comment on fait? Donc, on voit qu'ils veulent faire passer des choses, comme on dit en bas-feuille. Ben, nous restons vigilants et c'est pour cela que nous sommes allés en mairie, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des gens où on traverse les salariés. Ils savent même pas comment faire pour entrer sur le terrain. Donc, nous sommes allés en mairie pour demander au commissaire enquêteur de demander une réunion publique et nous espérons que nous aurons cette réunion publique afin de pouvoir poser des questions. Donc ça me fait penser à Albiomas, ça me fait penser aux ICPE qui se trouvent au niveau de la Sahara. Ça me fait penser à la même chose parce qu'en fait, ils ne parlent pas de dialogue, ils imposent. Tout à fait. Et les habitants découvrent du jour au lendemain qu'ils doivent partir, qu'ils doivent sortir du lieu, etc. Mais le captage d'eau qu'il y a dans cette rivière blanche, normalement, c'était pas censé perdurer dans le temps. Donc, c'était pas censé perdurer dans le temps, c'était 6 mois et 2 fois renouvelable, et puis après, c'était fini. Non, là, tu parles du forage. Forage. Du forage. Oui, le forage. Oui, le forage, c'était 2 fois. Et puis c'était fini. Et là, ils essaient de faire un forage permanent, mais il n'est pas question de forer pendant toute l'année à vie. Et il n'est pas question non plus que ce soit la KSM qui vienne récupérer. Il y a des questions qui ont été posées concernant cette usine et l'usine, les captages, etc. au niveau de la KSM. Donc, il faut qu'on pose les bonnes questions. Donc, ça veut dire que la Sopamar a pris un avis défavorable. Défavorable, mais de toutes les façons, il faudra qu'on écoute aussi ce que dit le préfet, puisque la publication n'a pas été faite. Donc, l'enquête est illégale. Je te remercie, Rosalie. De rien. Donc, nous allons passer maintenant avec une petite vidéo que Yasmina Elisabeth, responsable de la commission biodiversité de la Sopamar, a fait. Donc, on va voir la petite vidéo et puis ensuite, on passera au sujet sur le chlordécone. À tout de suite. Il y a un problème d'empoisonnement et puis le chlordécone matin. Entre les années 70 et les années 90, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. L'impact sur l'environnement est désastreux. Bel bonjour tout le monde, bel bonsoir. Donc, je viens nous parler du transfert de la chlordécone, mais avant de passer du transfert à proprement parler, nous qu'est rappeler des chacun pesticides. Donc, un pesticide, c'est un produit chimique que pour monde qui a utilisé. Donc, j'autre insecticide, insecte, herbicide, ça nous a dit mauvaise herbe, fongicide, champignon, et puis rodonticide pour rats. Par exemple, rongets, toute qualité espèce là. Donc, en pesticides ni en impact environnemental et sanitaire, donc environnemental passe yo peut détruire biodiversité en exemple néocotinoïdes et puis problématique d'abeilles et puis impact sanitaire pour la santé des mounons des ces mounons qui impactaient l'utilisation des pesticides là. Donc ces pesticides là qui rentré à sous en grande thématique
que nous avons appelé pollution agricole. Donc pollution agricole, ça en dégradation de l'environnement et puis les activités agricoles. Donc ça peut surtout être en activité intensive, mais ça peut aussi en activité agricole restreinte. Donc gardez ça en tête. Et puis nous n'y un bon exemple et puis chlordécone. Donc nous pas qu'à l'aspect du chlordécone. Donc pour le cas de la chlordécone, donc c'est en pollution pour plusieurs années parce que ça peut filtrer coil, etc. Donc ouais, ça tout allait. Et puis ça mis en dégradation lente. Donc oui, il y a en dégradation de la chlordécone par en bactéries, mais c'est en dégradation très lente. Pour estimer le temps ni l'étude qui a daté, mais qui est faite par BRGM, par exemple. Donc, nous peut pas les études plus tard. Et puis, ça en pollution des eaux, des nappes phréatiques. Et puis, chlordécone, ça empêche de battre endocrinien, c'est-à-dire que ça altère le fonctionnement du corps. Donc, nous ouais ensemble. Pouchin a dit transfert de la chlordécone, quelle est la définition de tout ça. Et puis, nous avons parlé aussi de ça qui a fait PIA à sous l'étude de chlordécone. Donc, moi, je parlé du corpus CAEC, donc corpus agro-environnemental de Martinique, qui au lamenté, et puis manqué basé comme moi à sous information véhiculée par le CIRAD, qui est Centre international de la recherche agronomique pour le développement. Donc, nous ouais, là nous ni en belle graphique qui a expliqué nous transfert de la chlordécone. Donc transfert de la chlordécone lié à ça nous qu'a appelé cycle de l'eau. Donc cycle de l'eau, c'est qui ça? Donc zotni en goutte de l'eau, par exemple. Donc l'eau qui a venu des nuages et nuages qui a formé et puis évaporation, évapotranspiration qui a venu des ensoleillements à sous milieu aquatique et puis à sous végétaux. Donc ça a évaporé et puis formé nuages. Donc les inilapis, donc l'appli a tombé et l'autre ni en l'eau phénomène, donc nous qui ouais ensemble, donc l'autre péni en ruissellement. En ruissellement, c'est en écoulement d'eau de surface, donc en écoulement des eaux en surface, parce que de l'eau n'a pas ni temps pénétré quoi. Et puis, ruissellement peut entraîner particules sol, et puis molécules d'eau, forcément, vers la rivière. Zotni infiltration, donc infiltration qui dépend l'eau de la nature du sol, du type du sol nous ni. Donc infiltration qui a fait à dans sol là en direction des nappes phréatiques, nappes souterraines. Donc infiltration associée matala peut moindre lorsque sol à nous épais et puis les moins épais infiltration à dans nappe phréatique plus important. Donc les autres ni tout ça et puis drainage qui est en circulation latérale des eaux sous surface du sol, les autres ni tout ça, il y a en direction des eaux soit la rivière soit au niveau des nappes phréatiques et donc les autres ni en sol pollué, les autres ni en bon transfert de la chlordécone et c'est schéma des CIRAD qui a dit nous ça, les autres ni de sources qui polluent. Donc faut que savent que la chlordécone en l'eau, il y a en l'eau transfert et puis de l'eau tout simplement qui a joué un gros rôle à sous transfert de la chlordécone. Et puis ça nous ouais et puis graphique là et puis ça qu'à comprendre aussi c'est qu'il y a en l'eau risque de contamination pour les productions agricoles mais aussi pour production caïnou. Donc il y a en l'eau type de culture adaptée donc il y a en eau de culture aérienne donc c'est fruits légumes qui a poussé en sol arbre fruitier, soutenir en l'eau exemple. Et puis à partir du moment où ces productions qu'a touché le sol ou qu'a développé quoi à dans sol là, soutenir en contamination qui peut dépasser
la limite qui fixée, donc c'est LMR, hein, limite maximale résiduelle fixée à 20 microgrammes. Donc nous qui expliqué tout à l'heure. Donc zot peine aussi en contamination des animaux d'élevage, donc volailles, bétail, toute qualité animaux, parce que si yo ka manger à son parcelle qui est contaminée, donc ces bétails là peut contaminer, et puis la viande tout ça contaminée, zot ni en l'eau contamination qui peut concentrer quoi dans les ais. Donc prends garde, évaluer ça zot peut faire en culti en sol, mais nous en situation où nous obligés à adapter comme nous. Mais ça zot peut faire aussi, c'est en analyse du sol. Donc moi qu'expliquer tout ça, hein, nous que ouais ça qui a fait dans PIA, et puis la chlordécone. Pas quitter. Nous revoilà avec Yasmina Elisabeth et Rosalie Gachette, présidente de la SOPAMAR. On a vu dans la petite vidéo que tu as produit le transfert de la chlordécone. Donc on a vu à peu près c'est quoi. Donc est-ce que tu peux vite fait nous faire un petit résumé. Un petit bilan. Alors déjà je remercie ZocTV de nous accueillir, et puis j'espère que les téléspectateurs seront un petit peu satisfaits du travail que j'effectue en ce moment. Donc le transfert de la chlordécone, effectivement, on parle beaucoup de la chlordécone, de la pollution qui a été faite lors des utilisations jusqu'aux années 1993, mais il manque cette communication au niveau du transfert qui se fait encore actuellement, et une pollution, si je puisse dire, assez tournante, puisqu'effectivement, sur le graphique qu'on a vu, alors le schéma du CIRAD des mécanismes de transfert, donc on a vu le ruissellement, l'infiltration, etc. Donc il y a des études qui ont été menées récemment qui ont prouvé que lors de fortes périodes de pluie, effectivement, les nappes phréatiques sont déchargées vers les rivières. Et en fait, justement, la chlordécone qui s'est accumulée dans les nappes phréatiques, elle est déversée et bien souvent non dégradée dans les milieux aquatiques. Donc, ce qui fait que nous sommes pollués déjà pour plusieurs années au niveau des sols, mais nous serons aussi pollués encore pour plusieurs années au niveau des milieux aquatiques, puisque la chlordécone est encore déversée. Donc, oui, tu avais une question? Oui. Alors, nous avons le chlordécone en hauteur, la pluie lessive, et la chlordécone descend petit à petit pour arriver à la mer. Donc, ça veut dire qu'en haut, c'est dépollué? Alors effectivement, c'est quand même une bonne question. Donc ça va dépendre de la nature du sol, ça va dépendre aussi de l'intensité des pluies qui est tombée sur le sol, ça va dépendre aussi de combien de la quantité de sol qui a été entraînée par les eaux. Donc la nature du sol va jouer beaucoup, parce que vous avez des sols qui peuvent piéger la chlordécone, puisqu'il y a des micropores qui sont assez petits pour garder cette molécule piégée, donc elle sera pas évacuée même s'il y a des cultures, etc. dessus. Mais vous avez d'autres sols où les pores sont beaucoup plus importants, et la molécule, une fois qu'il pleut ou par d'autres mécanismes biologiques, elle sera libérée et elle se retrouvera dans les fruits et légumes, etc. Donc effectivement, il faudra se baser sur la nature du sol. Donc je prenais aussi l'exemple au niveau du nord de la Martinique. Effectivement, il y a un chercheur du CIRAD alors c'est pas le CIRAD, l'IRD, pardon. Donc c'est un institut de recherche également qui fait des études de sol, et qui a pu démontrer que la chlordécone est assez bien piégée dans un type de sol qu'on appelle nitisol, puisqu'on a des micropores en fait qui piègent bien la chlordécone, et du coup il n'y a pas trop d'impact au niveau de son transfert. Mais par contre, là où il y a eu énormément de déversement de ce polluant, notamment au centre de la Martinique et tous les alentours, effectivement le sol
n'est pas pareil. Et là, on aura des impacts qui peuvent être beaucoup plus importants. Et nous avons aussi les impacts sur le milieu marin. Donc, il faut pas oublier ça. Et ça impacte encore l'activité des pêcheurs qui doivent s'adapter. Et c'est tout un cercle vicieux qui, au final, n'en finit pas. Les eaux de baignade, est-ce qu'elles ne sont pas impactées aussi? Alors, c'est une bonne question, effectivement. On peut se poser cette question-là. On peut se demander, mais quand je vais me baigner, est-ce que ma peau, etc. Donc, effectivement, la chlordécone, lorsqu'elle arrive au niveau du milieu marin, en fait, avec le phénomène de décantation, donc elle va se retrouver piégée dans le sédiment. Donc, c'est surtout les organismes qui vivent justement dans le sédiment qui vont être très impactés. C'est pour ça qu'on évite de pêcher tous les écrevisses, etc., qui vont manger dans le sable. Mais ça peut aussi se retrouver. Donc, on a beaucoup la problématique des sargasses. Donc, effectivement, la sargasse, elle piège assez bien la chlordécone, et on peut retrouver quelques concentrations de chlordécone au niveau des sargasses parce qu'elle a une capacité à absorber des polluants, de l'arsenic, etc. Donc la baignade, elle n'est pas dangereuse en soi puisque la chlordécone décante, c'est une molécule assez lourde, donc elle va rester dans le sable, et nous on est assez dans l'eau, donc il n'y a pas tellement d'impact. Mais on dit que c'est une dégradation lente. Oui, donc tout à fait. C'est 700 ans, c'est ça pour que... Oui, alors on est à entre 700 ans et 1000 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Et moi, en ce moment, même si je fais mes recherches que je vous présente aujourd'hui, moi-même, je me pose des questions parce qu'on est à 700 ans et 1000 ans évalué par rapport à quoi? Est-ce que c'est évalué par rapport au sol ou évalué en prenant aussi en compte le déversement, comme je vous le disais, des nappes phréatiques vers les rivières? Donc, c'est quelque chose d'assez catastrophique. Et puis, c'est bien de parler de la dégradation lente parce qu'on a des bactéries qui peuvent dégrader la chlordécone. Mais l'inconvénient qui est mis en lumière aussi dans les études scientifiques, c'est que on a des sous-composés de la chlordécone. Donc, la chlordécone, c'est 6 atomes de chlore. Et vous pouvez avoir des sous-composés avec 5 catatomes de chlore qui peuvent être tout aussi toxiques pour la biodiversité ou pour la santé. Et ça, il n'y a pour le moment pas d'études qui sont menées dessus. Et ce serait bien quand même qu'on en sache un peu plus sur ce sujet-là. Donc, les risques de contamination, on parle de l'être humain. L'être humain, l'animal, donc ils sont... Quels sont les... Oui, effectivement. Alors, c'est vrai, ce serait bien, tu as bien fait de reprendre la question. Alors, je me suis basée sur, donc à la SOPAM, on a envoyé un courrier au CIRAD. Donc, nous remercions Madame Duval de nous avoir répondu. Et ils nous ont transmis, alors je vous montre. Donc, ils nous ont transmis un petit journal, c'était l'Agro-News. Petit grand. Voilà. Petit grand, effectivement, journal, donc Agro-News. Donc, ça date quand même de 2014. Et vous avez des explications, notamment sur le transfert, etc., que je vous ai évoqué. Donc, c'est dessus que je me suis beaucoup basée. Et ils ont repris la contamination des cultures. Et dans ma vidéo, donc je parlais des types de cultures. Donc vous avez des cultures en sol, vous avez des cultures beaucoup plus proches, donc ils vont peut-être, alors c'est même pas peut-être, qu'ils vont sûrement avoir un contact avec le sol. Et puis vous avez des légumes qui vont pousser directement dans le sol, donc les dachines, etc., etc. Et en fait, chaque type de culture vont être impactés plus ou moins de façon différente par la chlordécone. Donc, je dirais que pour mieux comprendre, plus les fruits et légumes qui sont cultivés sont éloignés du sol, sur un sol pollué, bien sûr, et moins il y aura de transfert, voire pas du tout. Et plus le sol, les légumes, les fruits et légumes qui sont cultivés proches du sol seront impactés. Après, il y a notre camarade Henri qui a souligné quand même quelque chose d'important parce que on ne sait pas, on peut se baser sur les études scientifiques, mais est-ce qu'on dit que la chlordécone est une molécule lourde, mais est-ce réel que la chlordécone ne se retrouve pas, par exemple, dans les bananes? Vous voyez, parce que les études ont été faites, c'est ce qui a été dit,
Mais on aurait aimé quand même aussi avoir quelques analyses de fruits et légumes ici en Martinique et puis qu'on en sache. Ça a été fait? Alors effectivement, il y a beaucoup d'études dans la dépollution des sols, mais au niveau des fruits et légumes, ça reste moindre et il faudrait voir aussi avec le CIRAD. Et ils sont actuellement en train avec le plan chlordécone 4 d'ailleurs, en train de mener des études, des méthodes de dépollution, cette fois-ci plutôt par les plantes et les micro-organismes. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais au niveau même des fruits, des légumes, même des animaux, parce que j'ai parlé aussi dans la vidéo des concentrations. Donc la concentration aujourd'hui qui a été fixée par le Parlement européen, par la réglementation, c'est 20 microgrammes par kilo, donc par kilo de viande, etc. Et c'est quelque chose, cette thématique-là. Après, Rosalie aussi, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Cette thématique-là, ça me fait tigne dans ma tête parce que on se rend compte qu'on s'autorise à manger des aliments qui sont eux-mêmes autorisés pour avoir une concentration, même si on la qualifie d'infime, mais qui ont quand même une concentration de chlordécone. C'est 0 chlordécone, en fait. Voilà. 0. Donc il faudrait quand même essayer de s'acheminer vers le 0 chlordécone, avoir une traçabilité. Mais comment nous faire chez soi faire du 0 chlordécone avec un compost, par exemple, lorsqu'on fait son compost pour pouvoir faire son jardin, si on a un légume qui est pollué, on met la peau dans le compost, mais il pollue notre jardin. Donc comment avoir un 0 chlordécone même au quotidien? Alors c'est vrai, c'est tellement compliqué. Donc on peut faire des analyses de sol, déjà partir sur ça pour être sûr que le sol payant. Alors c'est payant malheureusement, c'est payant. Non, c'est payant. Mais alors il y a pour cette analyse de sol là, on peut avant de passer à l'autre réponse, on peut aussi parler faire la demande à la DAF, mais il me semble que l'analyse a été déléguée à la Fredon et il me semble que c'est payant. Mais il faut pas hésiter à vérifier, à revérifier. Donc ça change très souvent. Donc c'était cette petite parenthèse là. Donc au niveau du compost, effectivement, donc dès qu'on a son analyse de sol, si on a un sol non pollué, donc à ce moment-là, on peut cultiver chez soi et mettre ses fruits et légumes dans le compost. Bon, si le sol est pollué, effectivement, ça peut être problématique. On a peur que la chlordécone se retrouve de nouveau dans nos fruits et légumes, mais il faut savoir que le compost, c'est quand même un résidu de matière organique et la matière organique est un bon procédé pour piéger la chlordécone. Et si on met du charbon dedans? Alors le charbon c'est effectivement dans notre compost. Le charbon c'est de la cendre et en fait c'est dans le compost. Ben on peut tout à fait, on peut mettre un petit peu mais pas trop parce qu'effectivement le compost c'est un équilibre entre l'acidité, l'humidité, la température, etc. Et la cendre est un petit peu acide, donc il faut pas trop en mettre, mais on peut en mettre. Les fruits, les légumes, la cendre, les tontes de gazon, donc faut pas hésiter, c'est un équilibre à trouver. Comme il nous reste très peu de temps, il y a le projet Sauvegarder. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, Sauvegarder, oui, tout à fait. Alors, je fais aussi un appel à bénévoles, à toutes les personnes intéressées pour rejoindre la SOPAMAR ou rejoindre les actions actuelles du projet Sauvegarder. Donc, le but du projet, c'est que avec la SOPAMAR, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'actions illégales qui sont menées et qui affectent notre biodiversité, nos écosystèmes, donc les mangroves, les rivières, etc. Et il y a aussi ce manque au niveau de la population de vraiment d'être plus sensible à cette problématique-là. Parfois, les gens ne connaissent pas, parfois les gens ne savent pas. Et l'idée du projet Sauvegarder, donc ça rejoint la SOPAMAR du fait qu'on veut pouvoir créer des veilleurs écologiques, c'est-à-dire des personnes qui systématiquement, lorsqu'ils voient un endroit où il y a une construction qui leur paraît louche, qu'ils fassent une remontée à la SOPAMAR d'une part. D'autre part, c'est aussi un projet qui permet l'éducation, la sensibilisation sur notre biodiversité.
et toujours en accord avec l'écologie. Donc, c'est-à-dire connaître le rôle des forêts, par exemple, le rôle de la mangrove, qu'est-ce que la mangrove, etc. Là, j'ai présenté une vidéo sur le transfert de la chlordécone où il y a peut-être des informations que beaucoup ne connaissent pas. Et l'idée aussi, c'est de sensibiliser tout le monde. Donc, personne est de côté. Et nous voulons faire des retranscriptions en langue des signes et aussi créer des ouvrages en braille pour que les malentendants et les malvoyants ne se sentent pas à l'écart et puissent vraiment se sentir acteurs et eux-mêmes puissent être acteurs de la préservation de l'environnement et des limites des référents écologiques de la SOPAMA. Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, à nous contacter. Quel numéro? Alors Rosalie, je te laisse communiquer le numéro, mais il y a aussi le mail. Oui, il y a le mail, le Facebook aussi, mais on va donner le mail, c'est asopamar@orange.fr. Vous êtes sûr d'avoir une réponse ou sinon le téléphone 06 96 17 70 65. 17 70 65, c'est ça, puisqu'on n'est pas toujours à la SOPAMAR. D'ailleurs, justement, on va faire un appel bientôt pour pouvoir avoir une secrétaire. Et nous espérons que c'est vrai qu'avec le projet Sauvegardé, en fait, que nous allons prendre une avance justement sur cette partie non seulement pédagogique, mais cette partie écologique que nous voulons laisser à nos enfants. Parce que nous savons que la SOPAMAR, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les générations à venir. Donc nous devons dès maintenant continuer à faire ce que nous avons. Et Yasmina, qui est avec nous, justement fait appel à toutes ces personnes qui se sentent concernées par cela. Et c'est vrai qu'on ne peut qu'apprendre à la SOPAMAR, puisque nous avons accompagné dernièrement Emmanuel, qui était venu faire préparer son jardin ici. Et c'est en tant qu'étudiante qu'elle est venue à 9000 km pour pouvoir le faire. Et elle avait choisi la SOPAMAR pour le faire. Et nous avons déjà pas mal d'Américains ou bien de Français qui viennent se former à la SOPAMAR. Donc on fait appel vraiment à nos Martiniquais, à nos enfants, afin que ces gens-là puissent venir. Nous avons la partie juridique, nous avons beaucoup de thématiques, la biodiversité, l'eau, nous avons les ICPE, les énergies, nous avons, et il nous manque de la main-d'œuvre. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il faut que vous veniez, et puis avec les projets que nous sommes en train de mettre en place, nous voulons aussi former des jeunes et puis avoir des salariés et puis continuer comme ça. Donc là, nous force là, maman est là, venez à nous et puis voilà. Il y a tellement de choses à dire. Le temps est déjà écoulé pour nous. Donc, je voulais parler des 40 ans de la SOPAMAR qui sont annulés. Oui. Donc, cependant. Voilà. Nous avons 2 conférences le 29 janvier avec Pascal Tourbillon, Garcin Malsa, Malcolm Ferdinand sur les risques majeurs et développement du territoire. Et le 30 conférence à la mairie à 18h la montagne le 29. Et le 30, nous avons écologie en pays dominé. Et puis, notre assemblée générale. Et notre assemblée générale, c'est le 31, c'est-à-dire le dimanche. Oui. Le 31 janvier. À Anguyavla. Oui, tu sais mieux le prononcer que moi. À Anguyavla, c'est au Robert et c'est à 8h du matin. Voilà. Donc, nous vous invitons à l'assemblée générale avec nous. À très bientôt sur Zouk TV avec Ansimène et puis la Soroma. On a débordé de 3 minutes. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche des formes de botanique très très fortes comme